Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de ma podcast, La parole aux trans. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Pascal Joël Fortin-Daigle. Un petit rappel, Pascal Joël a une entreprise qui se nomme Hello Gender, qui offre des formations, conférences, workshops aux entreprises, aux organismes, écoles, dans lesquelles elle va parler, ça soit de son expérience qu'elle a vécue, mais aussi aider les personnes à mieux comprendre c'est quoi la non-binarité. Yeah! Donc, dans cet épisode aujourd'hui, on va parler de l'évolution des genres dans l'histoire. Parce que pour beaucoup de gens, ils vont croire que la transidentité, être transgenre, c'est un phénomène qui est nouveau, car réellement, ça existe depuis les débuts des temps. Littéralement. Donc, Pascal Joël, elle s'y connaît très bien au niveau de l'évolution du genre, mais aussi juste en histoire trans en général, ou même queer. Dans plusieurs des panels qu'on a fait ensemble dans le passé, elle devait tout le temps s'arrêter au moment de parler d'histoire pour ne pas faire déraper le panel, mais là, j'étais qu'à un moment donné, faut qu'on se parle, nous deux, puis qu'on creuse ce sujet-là. Donc, c'est le moment aujourd'hui de le faire. Yeah! Merci Audrey pour cette deuxième invitation à être sur le podcast. Donc oui, je suis une fan d'histoire, puis je pense que c'est très important qu'on comprenne d'où on vient pour bien comprendre l'état actuel des choses. On n'a pas la chance d'en parler souvent. On va parler de ce qui se passe présentement, de la montée anti-trans, du nouveau phénomène non-binaire, puis je vais mettre « nouveau » entre guillemets ici parce que justement ça ne l'est pas si on regarde à l'histoire comme telle. Mais parce qu'on en parle plus dans les derniers 5-6 ans, ça peut paraître comme si c'est quelque chose de nouveau. Mais je dis toujours, quand on parle de quelque chose de nouveau, c'est pas que ça existait pas nécessairement, c'est juste qu'on trouve des termes pour bien identifier les choses. Comme tu as dit, l'identité de genre, la façon que la société, l'humanité voyait les genres dès le début des temps, est très différente de la façon dont on le voit présentement, mais avec certaines connotations qui sont quand même similaires. Parce qu'en ce qu'on parle même avant Jésus-Christ, là, comme on va retourner vraiment là, before Christ, là, 10 000 ans BC, les premiers humains, les premiers bipèdes humanoïdes qui ont existé sur cette terre avaient pas nécessairement de mots pour définir leurs identités de genre, right? Puis on utilise des concepts modernes pour définir ce que eux vivaient dans le temps. Donc quand on regarde vraiment à l'histoire, on peut voir que oui, il y avait l'homo sapiens femelle, l'homo sapiens mâle, mais dans certaines tribus, il y a ce qui a été appelé le troisième sexe. Puis c'est là où on découvre petit à petit qu'il y a une non-binarité qui s'est installée à travers différents peuples, à travers l'histoire. Puis plus que l'humain a évolué, plus les noms qui sont associés à comment on s'identifie en tant que personne ont évolué également. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, ce serait important de prendre un petit moment pour expliquer un peu le spectre du genre moderne, si tu veux, dans le sens où on parle beaucoup de binarité et de non-binarité dans ce qui est l'identité de genre. Faut comprendre qu'une personne, n'importe qui, tout le monde a une identité et une expression de genre. C'est pas exclusif à la communauté trans. C'est ton identité de genre, c'est qui tu es, c'est être homme, c'est être femme, c'est être non-binaire, c'est être toute autre identité de genre qui fait partie de ce spectre-là. Puis, dans la culture moderne, on nous enseigne qu'il y a simplement 2 boîtes, la boîte homme et la boîte femme, donc binaire. T'as 2 choix, la binarité, puis je l'avais mentionné dans l'autre épisode aussi, la seule chose qui est binaire dans la vie, c'est les ordinateurs, right? Les 0 et les 1, that's it. T'as pas, dans la nature, de binarité, puis les humains tombent dans la catégorie de la nature, on n'est pas des phénomènes artificiels.
Donc, c'est important de prendre un pas de recul puis de questionner la raison pourquoi la société nous a mis dans ces boîtes-là. Puis, il faut reculer dans les années 1800 où on pouvait regarder dans les livres de biologie où on dessinait les parties génitales des hommes et des femmes presque identiquement. Donc, il n'y avait pas grande différence entre ce qui était le sexe féminin et ce qui était le sexe masculin. Puis au fil du temps, des scientifiques européens, des hommes blancs, ont fait des études, ont analysé les comportements et les mœurs chez certains peuples africains, certains peuples des Premières Nations, pour déterminer que l'absolu, ou qui est vu comme étant civilisé, c'est un monde où les femmes s'occupent des enfants, donc sont celles qui portent la progéniture, créent les enfants, les élèves s'occupent de la maison, puis où les hommes sont les personnes qui vont aller au travail, s'assurer, d'avoir de la nourriture sur la table, puis faire sûr que la famille vive. Cette prémisse-là découle jusqu'à un certain point. Il y a d'autres facteurs qui viennent en considération, mais il y a une étude qui a été faite où, justement, il regardait les femmes africaines travailler dans les champs. Puis, ils ont déduit que la femme enceinte qui se penchait pour la récolte était la raison pourquoi l'enfant venait au monde avec un nez plat. On s'entend que ça n'a pas rapport, là. Comme, je veux dire, c'est pas parce que ton bébé se cognera pas la tête dans le derrière de ton dos puis il va sortir avec un nez plat, mais ils ont pris cette étude-là, cet aspect-là, puis ils ont dit, OK, nous autres, en tant qu'hommes blancs, on veut pas avoir de nez plat. Ça veut dire que femme, faut que tu arrêtes de travailler. Donc, la nature a été twistée et utilisée dans un sens pour oppresser la femme à devenir un objet au niveau de la vie. Puis c'est là où on commence à parler de patriarcat puis de féminisme, parce qu'on peut pas parler d'identité de genre, d'expression de genre, sans tomber dans tout ce qui est patriarcat puis féminisme, parce que c'est intrinsèquement lié. En soi, ça peut être un autre épisode, on rentre pas en détail là-dedans. Mais donc, ça fait partie de l'histoire de comment on en est arrivé à ce que, dans l'an 2000, on s'identifie comme étant homme et femme, puis que tout ce qui est en dehors de ça est vu comme mauvais, pas bon, ça fit pas, tu sais, parce que c'est des construits sociaux. Puis ces construits sociaux-là évoluent au fil du temps. L'idée derrière cet épisode, c'est d'explorer comment on s'est rendu là. Je te dirais qu'il y a deux côtés dans l'histoire du genre, parce qu'il y a toute l'histoire de comment on s'est rendu à, justement, dire hommes et femmes, puis non-binaires, puis tout ça. Mais il y a toute la question de l'histoire trans aussi. Qu'est-ce qui est les milestones? On parle beaucoup de Stonewall, right? Puis de Marsha Johnson, qui était la première femme noire trans qui a lancé la première pierre à Stonewall. Mais il faut regarder bien avant ça, il y a d'autres actions qui ont été posées, puis aux États-Unis, c'est la communauté noire trans qui était vraiment dans l'avant-plan des démarches ou des actions concrètes qui ont été menées pour nous donner un freedom pour être en mesure de vivre une vie en étant authentiquement soi-même, right? Puis ces femmes-là, on les oublie, on n'en parle pas, c'est pas une histoire qui est discutée. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps d'apprendre d'où on vient pour mieux comprendre où on est rendu, puis où on s'en va avec tout ça. Je vais rajouter là, quelques points. Là. L'exemple que j'ai vu dans les livres d'histoire, là, vraiment le plus ancien d'une personne trans, c'était un empereur romain. C'était comme, à peu près comme 200 ans avant Jésus-Christ. Puis cet empereur-là c'était vraiment une personne... Je ne me rappelle plus si cette personne-là s'identifiait comme homme ou femme trans. Donc, cette personne-là, c'était très clair, exemple de son expression de genre, que elle n'était pas gender conforming. C'était très clair. Puis cette personne-là, c'était un empereur, une personne en position d'autorité. Puis quand on avance dans le temps, on a aussi plusieurs exemples où on avait des rois, par exemple, que ça soit en France ou en Angleterre,
qui avaient des expressions de genre plus féminines. Je veux dire, ils portaient des robes, des jupes, il y avait du maquillage, comme si je me rappelle, disons, on regarde dans les années 1000, 1200. Puis aussi, si on regarde justement au Moyen-Âge, donc on avait plusieurs rois, que ça soit en Angleterre et en France, il y avait des expressions de genre plus féminines, donc ils portaient des robes, des jupes, portaient du maquillage. C'était de quoi pas juste commun pour les rois, mais toute la haute société dans ces royaumes-là. Donc, dans le temps, c'était super bien vu, justement, d'avoir cette expression-là plus, on dirait, féminine aujourd'hui. Oui, ben tu sais, le port du talon haut était associé à la haute royauté dans le temps. C'est vraiment... À partir, je me rappelle bien... Je sais, en Amérique du Nord, c'est dans les années 1900 que ça a commencé à flipper. Puis je pense, c'est-tu le cas en Europe aussi? En Europe, c'était un petit peu plus tôt, mais c'est dans le début des années 1900 tout de même. Ça s'est rendu en Amérique plus dans le milieu 1900. Comme Pascal Joël disait, le 19e siècle, donc les années 1800, ça a été un moment tournant. Puis, au début de ces années-là, si je me rappelle bien, en Europe, on avait plusieurs, je pense que c'était comme des cabarets, je me trompe pas? On a vu le même phénomène dans les années 1900 à New York, mais dans les années 1800, c'était vraiment en Europe où on avait vraiment des cabarets. Quasiment les premiers exemples comme d'art de drag, ultimement. C'était vraiment des personnes qui n'étaient pas gender conforming, qui performaient du théâtre dans des bars puis des cabarets, puis ces personnes-là étaient très populaires jusqu'à un certain moment où il y a eu une oppression qui a commencé. Effectivement. Puis, on parle de cabaret puis tout ça, puis dans le temps, à New York, le drag ball, c'était full force, là. À Harlem, il y avait le Black Queer Renaissance, il y a Hamilton, le Lodge Ball, comme c'était des grands rassemblements de la communauté qui se passaient. C'était underground, c'était pas, c'était pas super accepté, c'était pas super parlé, mais ça l'existait. C'est undeniable que c'était quelque chose qui se passait. Donc, des drag shows, c'est pas nouveau. Exact. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, au début des années 1800, c'était très public. C'était accessible de tout le monde. Mais quand ça a commencé dans les années 1900 aux États-Unis, à New York, là, c'était très underground. Mais ça a été toléré pendant plusieurs dizaines d'années. Ah oui. Puis je te dirais que la Première Guerre mondiale a eu un grand effet aussi à rendre les choses un peu plus tabous. Parce qu'il faut le dire, il y avait un institut, ça s'appelait le Institut für Sexualwissenschaft. Mon allemand est pas super bon, mais bref, c'est essentiellement le docteur Magnus Hirschfeld qui avait fondé cet institut-là, puis il faisait des recherches sur les personnes trans, sur le changement de sexe. Il y a même eu des patients qui sont venus le voir dans les années 1920. Puis les soldats nazis ont brûlé cet institut-là parce que justement, c'était pas conforme à leur vision des choses. Donc, il y a toute une histoire qui avait été documentée dans ces années-là qui n'existe plus. Ben, je veux dire, ça existe encore, mais comme la documentation comme telle a été perdue. Donc, de reconstruire cette bibliothèque-là, de se redonner le droit de faire des recherches envers la sexualité. J'ai passé un peu dans mes explications dans différentes époques, périodes. Donc, je sais pas si tu voudrais peut-être creuser certains moments particuliers. Oui, ben je pense que c'est important de parler du pré-Stonewall puis du post-Stonewall. Il y a pas beaucoup de documentation canadienne de ce qui s'est passé. Comme je mentionnais, aux États-Unis, le mouvement a été porté par les femmes trans noires. Aussitôt que 1959, qui était vraiment une décennie avant Stonewall, qu'on a connu la première action directe à Cooper Donut. C'était un gay bar qui ont banni les personnes trans par peur que la police intervienne, parce que c'était illégal à Los Angeles, de se présenter dans une identité de genre qui était pas conforme à ce qui était sur son ID. Ces gens-là, pris otage, dans le fond, le bar, puis ils ont commencé à lancer des verres, puis à flipper des tables, puis la police a éventuellement sorti, tu sais.
mais c'était la première démonstration de la population trans de se dire non, on est là, on existe, on est valide, tu sais. Puis il y a plusieurs autres événements comme ça qui sont arrivés. On parle de 1965 à Philadelphie. Il y a eu 150 personnes qui ont été arrêtées, dont 3 jeunes qui cross-dressaient. 3 jeunes garçons qui s'habillaient en filles, puis ils ont été arrêtés, puis ça l'a mené à une foule qui ont été marcher dans la rue pour protester, puis de dire « stop à la discrimination ». Puis c'est les premiers mouvements de parade de la fierté, tu sais, c'est les ancêtres de ce qui est maintenant une célébration de l'identité. Faut se rappeler qu'à l'époque, c'était vraiment juste pour dire « hey, on est là, on existe, on a le droit de vivre puis d'être qui ce qu'on est ». Là. Quand les gens demandent c'est pourquoi est-ce qu'on fait encore des parades, c'est parce qu'il y a encore des gens qui ont de la difficulté avec l'existence même des personnes non conformes à la binarité. Puis, ça m'amène aussi à penser, tu sais, on dit non conforme. Mais conforme à quoi? Conforme à l'idéal sociologique qui a été imposé par l'homme blanc? Give me a break. Je vais juste préciser un peu sur qu'est-ce que tu dis, c'est l'homme blanc, cisgenre, européen. Oui, c'est de là ça vient, puis je veux pas embarquer dans la religion, mais ça a joué un grand rôle aussi à comment on voit les choses. Mind you, Jésus t'es pas blanc, là. Je vais laisser ça, là. Je m'en vais pas plus là-dedans. C'est ça, Pride, comme tel, a débuté comme un mouvement contre la brutalité policière dans les années 1960. Puis des personnes comme Felicia Elizondo ou Flames, Tamara Ching, Mary Jones, Lucy Hicks Anderson, Ava Betty Brown, Jim McHarris, qui était... c'est beaucoup des femmes, mais Jim McHarris était un des premiers hommes trans noirs à se tenir debout puis à aller de l'avant dans des confrontations. Donc ces noms-là, on les oublie, on les mentionne pas. Mais ça fait partie de l'histoire trans, ça fait partie de la libération. Puis les termes qui sont utilisés maintenant pour décrire, les personnes ont évolué. On parle de personnes transgenres maintenant, mais au début, quand les médecins ont commencé à faire des opérations sur les gens, pour les chirurgies d'affirmation du genre, au début, c'était des transsexuels. Mais le terme avait une connotation négative, donc on a évolué avec le langage. Queer, c'est la même chose. Au début, c'était utilisé pour se distancer les hommes gays des hommes plus efféminés. Donc les queer, c'était les hommes efféminés. Maintenant, on s'est réapproprié le terme, puis être queer, c'est être fier de qui on est, mais encore une fois, faut regarder à l'histoire pour voir d'où ça vient, puis la raison du pourquoi la communauté l'utilise, puis il y a certaines personnes qui se sentent peut-être un petit peu plus fragiles dans l'utilisation de ce terme-là, comparé à d'autres personnes. Mais ouais, il y a une panoplie de personnes, d'événements qui ont mené à ce qui est aujourd'hui. T'sais, ça n'a pas sorti de nulle part, la non-binarité. Encore une fois, si on regarde à l'évolution du genre, tout ce qui est enseigné dans l'histoire est eurocentrique. Donc, c'est les croyances européennes, c'est ce qui a été imposé par les colonisateurs qui sont arrivés à la Nouvelle-Terre. En Afrique, il y a plusieurs genres qui existent. Quand sont arrivés en Amérique du Nord, je veux dire, les Premières Nations ont les personnes deux esprits. C'était quelque chose qui faisait intégralement partie de leur culture. On en apprend davantage sur les personnes deux esprits. Mais les colons sont arrivés et ils étaient comme « Non, c'est pas de même, faut que tu vives. C'est pas de même, ça marche. Ma manière est la manière de faire. » Puis ça a été propagé de cette façon-là. Il y a plusieurs couches d'histoire avant d'arriver à « Ah, ben là, les jeunes à cette heure, ils sortent avec des termes, puis ça n'a pas d'allure, puis ils s'identifient de toutes sortes de façons, puis bla 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 bla. » Oui. Oui, ma tante. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Le point que je veux parler un peu, c'est dans les années 60, comme tu disais, que dans les bars gays, ils ont empêché l'accès aux personnes trans pour éviter que la police se rende là.
Puis ça, c'était une forme de discrimination. C'était une forme aussi de se conformer à ce que la société veut. Puis, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est s'amener à de la transphobie à l'intérieur de la communauté gay. Puis, cette transphobie-là est encore là aujourd'hui. C'est encore un défi pour les personnes trans de se faire accepter dans la communauté LGBTQIA+. C'est mieux que c'était dans les années 60, mais des fois, c'est challenging de voir que t'as plusieurs personnes gays, lesbiennes, que tu dis qui pourraient être des plus grands alliés de notre cause, ou même de ces personnes-là qui sont littéralement transphobes. Puis ça, c'est décourageant parfois parce que on a tellement de transphobie présentement, on aimerait ne pas en avoir à l'intérieur de la communauté. Oui, c'est un bon point que t'apportes, Audrey, parce que autant on veut sortir du système, puis de se détacher des idéaux, des boîtes mâle-femelle, puis de l'hétéronormativité, autant c'est tellement ancré dans qui on est comme personne, puis comment on grandit, que oui, même dans la communauté, on voit de la transphobie, de la biphobie, n'importe quel autre type de phobie que qu'est-ce que toi t'es comme personne. Yeah, bon point. Donc là, on va creuser un petit peu plus l'historique des chirurgies d'affirmation de genre. C'est à partir de quel moment cet outil-là est devenu accessible aux personnes trans. Donc, j'aimerais ça peut-être tu nous en parles un peu plus. Oui, certainement. C'est sûr, avant la première chirurgie, les gens utilisaient les vêtements pour pouvoir démontrer leur expression de genre. Toutefois, après certaines études, comme j'avais mentionné avec le docteur Hirschfeld, puis l'Institut du sexe, ils ont été en mesure de conduire des chirurgies qui ont été menées à terme. Puis les premières femmes à Berlin qui ont eu ces chirurgies-là en 1922, c'était Dora Richter. Puis il y a aussi Lily Elbe qui a été très très popularisée. Sa chirurgie a même fait l'objet d'un livre et d'un film, The Danish Girl. Si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est très intéressant pour justement comprendre toutes les hurdles que la communauté faisait face dans le temps. Puis le docteur Hirschfeld a conduit justement cette chirurgie-là. Puis ça l'a mené par la suite, dans les années 1930, en Allemagne, il y a eu vraiment une hausse de chirurgie d'affirmation de genre parce que Lily avait tellement été vocale à propos de la sienne que les personnes trans se sentaient validées puis se sentaient en confiance dans les mains du chirurgien pour aller vers un corps qui leur ressemble puis qui leur permette d'être authentiquement elles-mêmes, right? Puis, avec la guerre, bien évidemment, les documentations ont été brûlées et tout ça. Mais ça a quand même établi, dans les années 1950, une légitimité pour tout ce qui était identité trans. Donc, ça s'est envenu tranquillement pas vite en Amérique. Puis, c'est là où Kristen Jorgensen, c'est la première femme américaine à avoir eu une chirurgie d'affirmation de genre. Puis elle a été très, très, très vocale par rapport à sa transition. C'est une personne qui faisait partie de la force armée américaine qui a fait une transition vers sa féminité. Puis ça a fait la une des journaux, là, le New York Times en grosses lettres, là, c'est comme « Dude changes to girl », puis anyway, fait que ça a fait vraiment la une des journaux. Puis ce qu'elle mentionne, parce qu'elle a écrit une autobiographie là, sur son aventure, mais elle mentionne que, tu sais, chaque personne est vraiment une variation des genres. Comme, t'es soit plus à un extrême qu'à un autre. Donc, pour elle, c'était qu'elle était beaucoup plus femme que homme. Donc, elle a été chercher une chirurgie d'affirmation du genre pour pouvoir être à l'extérieur ce qu'elle se sentait à l'intérieur. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, déjà en 1950, on parlait d'un continuum au lieu de 2 boîtes. Moi, je l'élargis puis je dis que c'est un spectre, mais de voir que, tu sais, il y a un continuum où est-ce que on peut être
un peu plus à la gauche ou peut-être un peu plus à la droite. Tu sais, t'as mâle puis femelle dans chaque bout, là. Puis c'est intéressant de voir que, tu sais, déjà, dans ce temps-là, il y avait une plateforme pour pouvoir en discuter. Puis c'est des choses qu'on n'entend pas, on en jase pas, on n'en parle pas, mais ça prouve que c'est pas des concepts qui sont nouveaux. Je veux rajouter une chose importante, c'est qu'on dit justement que telle personne a été une des premières à avoir une chirurgie. On parle des personnes qu'on connaît, qui ont été publiques. Il y a énormément de personnes, encore aujourd'hui, qui ne sont pas out en public sur le fait qu'ils sont trans. C'est vraiment à chaque personne à déterminer s'il en parle publiquement ou non. Puis dans ces années-là, on parle des années 1900, 1920, 1930, 1950. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas out. Donc, on peut pas savoir s'il y avait pas d'autres personnes avant les personnes qu'on connaît, qui ont eu des chirurgies d'affirmation de genre ou qui ont été impliquées dans certains mouvements. Donc, c'est du temps de se rappeler aussi des personnes qui étaient dans le placard. Donc, pour chaque personne out publiquement, il peut y en avoir des dizaines d'autres qui étaient dans le placard. Au jour d'aujourd'hui, on va dire « Ah, il y a beaucoup plus de personnes trans », mais le beaucoup plus est juste avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on vit dans un monde où on comprend un peu plus, on accepte un peu plus. We as a queer community don't give a shit anymore, puis on juste comme, on existe puis on est. Mais ça veut pas dire que dans le temps ça existait pas, c'est ça. C'est que c'était caché, c'était pas dit, c'était gardé comme un secret de famille, faut pas dire ça. Reste dans le placard. Puis l'expression rester dans le placard, j'ai pas la exacte version de ça, mais tu sais, c'était ça. C'était comme reste enfermé à l'intérieur, sors pas. Mais c'est ça, tu sais, on regarde à ces noms-là, à Marsha Johnson, Kristen Jorgensen, Dora Richter, Lily Elbe, qui ont été très vocales, qui ont pris de la place. Puis ces gens-là ont pris de la place pour les dizaines de centaines de gens qui se sentaient pas à l'aise de prendre de la place. Comme on le fait aujourd'hui, tu sais, avec la podcast, Audrey nous donne cette opportunité-là d'être vocale puis d'écrire notre histoire, de documenter où on est rendu. Puis, who knows, dans un autre siècle d'ici, ils vont regarder dans les records, puis ils vont digger up Trans with a Voice, puis ils vont entendre les podcasts, puis être comme « Hey, eux autres sont en train de parler pour des centaines d'autres personnes qui ne peuvent malheureusement pas parce qu'ils vivent dans d'autres parties du monde, à ce que c'est pas encore accepté, ou à ce que, l'évolution, c'est pas fait. » Encore une fois, il faut se rappeler ce qu'on voit comme écrit, comme vidéo, comme audio, c'est une petite portion de ce qui est la réalité. T'as-tu d'autres choses, justement, que t'aimerais là, rajouter? Oui, je pense que c'est important de faire une distinction aussi, tu sais, quand on parle de l'établissement de la légitimité de la transsexualité, puis que, bon, les docteurs ont finalement adopté le terme transsexuel dans les années 1950, que c'était accessible à la classe moyenne blanche. Quand on parle, encore une fois, des personnes trans de couleur, leur réalité reste encore très, très taboue. Il y a une distinction qui se fait encore, malheureusement, avec l'intersectionnalité. Donc, oui, il y a une histoire blanche, il y a également une histoire pour les personnes de couleur. Ça s'amalgame, il y a des choses qui se lient, mais il faut quand même garder en tête là, que c'est ça, les droits qui ont été acquis ont été donnés en priorité là, aux personnes blanches. Très bien dit. Je trouve un exemple qui est frappant là-dessus, c'est quand tu regardes aux États-Unis, quand ils vont faire des études justement pour voir, mais OK, c'est quoi les personnes qui sont vues les plus dangereuses pour la société ou les plus vulnérables? Les plus dangereuses, ça va être les hommes de couleur, les hommes noirs. C'est ça que la société va voir comme plus dangereux. Puis après ça, les femmes de couleur, les femmes noires, ça va être ces personnes-là qui vont être les plus vulnérables dans la société, qui vont être les plus tuées, entre autres. Puis quand tu rajoutes après ça le fait trans,
Tu commences à diver down dans les stats, là tu regardes les femmes trans, là c'est les personnes qui sont les plus vulnérables dans les femmes de couleur. Là je parle juste des statistiques qui sont sorties, qui démontrent à quel point ces personnes-là, trans de couleur, ont plus d'embûches que des personnes blanches qui sont trans. Peut-être un point que je voudrais rajouter, c'est au niveau juste de se rappeler à quel point l'obtention des droits pour les personnes trans, c'est nouveau. Ça date pas de longtemps. Comme l'identité de genre a seulement été inscrite dans la Charte des droits et libertés en 2017. Ça fait 6 ans, c'est pas beaucoup, là. Les chirurgies d'affirmation de genre ont juste commencé à être payées au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick était la dernière province à les payer. C'était en 2010-2015. Ouais, ça fait pas plus que 15 ans. Quand on pense comme à nos batailles qu'on a à faire, puis là, la politique de 713, on a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais ça aussi, ça avait été adopté en 2020, donc c'est encore très récent le fait qu'on a des droits, qu'on a certaines protections légales. On parle, exemple, des thérapies de conversion aussi, qui ont été juste bannies finalement en 2022. Literally comme l'année passée. Puis si on compare à l'obtention des droits pour les personnes gays, on est un bon 20 ans en arrière quand tu regardes ça. Donc, puis ça fait en sorte que justement, on parle d'accessibilité aux soins, on parle d'éducation, de sensibilisation. On a plus de travail à faire que, par exemple, des personnes gays et lesbiennes. C'est un constat de quoi qu'on voit, puis c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre, parce que ça prend du temps avant que ces changements-là s'ancrent. On le voit au niveau des communautés gays, lesbiennes, oui, il y a une montée de l'homophobie tout de suite, mais c'est plus ancré dans la société. C'est vraiment le fait d'être trans qui vient vraiment chercher les gens tout de suite. Cette haine-là, il vise les personnes trans, plus particulièrement, et les artistes de drag. The Big Bag Drag. Oui. Je pense un des points peut-être intéressants pour conclure, c'est il y a toute une nouvelle histoire aussi qui se fait présentement. Donc si on regarde un peu plus peut-être le futur, peut-être se projeter, on pourrait se projeter dans le futur un petit peu puis de voir, mais dans 10, 15, 20 ans, 25 ans, où est-ce qu'on va être? Moi, j'aime de dire, puis je pense que je l'ai mentionné dans l'autre épisode aussi, c'est que la seule chose qui changera pas, c'est que ça change. Right? On est en train de voir présentement un phénomène mondial, sociétal, de changement. Puis c'est pour ça qu'il y a de la résistance. C'est pour ça qu'il y a une montée anti-trans, parce que on change qu'est-ce qui a été ancré dans les mœurs depuis at least un siècle et demi, là. Fait que ça prend du temps à tourner un gros bateau. Puis ça se peut qu'on fasse un iceberg. Mais moi, j'aime de croire que, comme je dis, mais qui digue dans les archives puis qui trouve les audios du podcast de Audrey Gionnet qui vont se dire « Colin, on a fait du chemin depuis ce temps-là. » Je peux continuer sur ce que tu dis, si on prend l'analogie du bateau puis du iceberg. J'ai le feeling tout de suite qu'on frappe le iceberg. Ouais. On a réussi, disons, dans les années, 90, 2000, 2010, à obtenir des droits. On a réussi à mettre le bateau en marche. Je vais dire ça comme ça. Mais là, il y a un gros iceberg à l'horizon qu'on a frappé. Puis que là, ça a causé du dommage au bateau. Donc, on a eu certains droits qui nous ont été retirés. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Même si c'est très décourageant de voir toute la transphobie qu'il y a présentement, que ça soit dans les médias, que ça soit au niveau politique, une des choses qui m'encourage, c'est de voir que les personnes continuent à faire leur coming out au public. Puis ça arrête pas. Puis de voir ça, je pense, c'est on continue à être visible. Même si c'est plus difficile aujourd'hui, on s'affiche encore fièrement. On est fiers de qui ce qu'on est. Puis de voir après ça, ces personnes trans-là continuer à faire leur coming out malgré toute la transphobie qu'il y a là, je pense c'est de cette façon-là qu'on va venir à mettre notre pied à terre et à dire, regarde, on n'ira pas nulle part. Puis une société inclusive, une société qui nous accueille va être meilleure pour tout le monde parce qu'on occupe tous les métiers. Je veux dire, on va être des personnes actrices dans des films.
On va être des médecins, on va être en informatique, on va être des ambulanciers, ambulancières, on va être partout. Puis les gens ne réalisent pas encore à quel point on est déjà partout. Puis là, ça va juste commencer à devenir, pour le commun des mortels, normal de voir des personnes trans. Donc, même si c'est difficile de vivre dans le climat actuel, je pense qu'on peut voir dans l'avenir qu'on mène un combat pour briser cet iceberg-là, puis une fois qu'on l'aura fait, on aura un bon brise-glace. Je pense qu'après ça, on va être capable vraiment d'aller de l'avant, puis de cesser de se battre pour nos acquis. Une chose que j'aime dire, dans mon travail, j'ai fait la gestion de changement, donc d'amener une équipe à améliorer ses processus de travail pour pouvoir être plus efficace. Une des façons pour amener du changement, c'est de le faire de manière, je dirais, plus obscure, dans l'ombre. Ça veut dire que tu vas faire des changements plus locaux dans ton équipe, puis de cette façon-là, tu bouleverses moins les autres personnes. C'est ça, tu vas dire que c'est un projet pilote. Puis après ça, tu vas de même. C'est un peu comme ça qu'on a obtenu nos droits dans les années 2000, 2010. Parce que les gens portaient pas attention à nous. Parce qu'ultimement, on ne sera jamais 50% de la société, là. On va tout le temps représenter comme quelques pourcents. On n'est pas majoritaire. On a utilisé ce fait-là pour obtenir beaucoup de droits les dernières années. Là, il y a eu une prise de conscience de, je vais l'appeler la majorité silencieuse. Cette majorité-là n'a pas vu venir tous les changements. Elle se réveille aujourd'hui, ces personnes-là sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là-dedans, oui, il y a de la haine, mais il y a aussi juste de l'insouciance puis de l'incompréhension. Donc, n'importe quel changement va créer des vagues. C'est juste, c'est normal. Donc là, tout de suite, on fait un peu ce catching up, que j'aime dire, on se rattrape là-dessus. Puis, je pense que qu'est-ce qu'on demande comme droit, qui est assez simple, c'est d'exister, d'être nous-mêmes, puis de pouvoir vivre heureuse. Je pense pas qu'on demande beaucoup de choses. Puis une fois que le monde va vraiment réaliser qu'est-ce qu'on demande réellement, puis que c'est pas de maladie qui se donne être trans, je pense que le monde va être de notre côté, puis on va être capable d'aller de l'avant. Mais c'est peut-être difficile aujourd'hui de le voir avec cette perspective-là, mais je pense que c'est dans tout changement, tu penses au début que, une fois que tu l'as eu, ton droit, tu penses que, c'est fini après, mais non. T'attends un moment où ton changement devient de plus en plus visible, puis là, il devient visible auprès d'une masse critique, que là, après ça, ça amène un pushback. On est utilisé comme outil politique dans plusieurs États, plusieurs pays. Une fois qu'on aura passé ce stade-là, après, on va pouvoir avancer. Je peux terminer l'épisode là-dessus, je veux que les gens, même si c'est difficile aujourd'hui, voient le combat qu'on a aujourd'hui comme un combat, je pourrais dire, fatidique, parce que je suis vraiment confiante qu'une fois qu'on aura passé à travers cette vague-ci de transphobie, qu'on aura atteint, je vais dire, une acceptation de cette majorité-là silencieuse de la société. Puis, je vais faire attention avec le mot acceptation, parce qu'acceptation ne veut pas dire, nous, de se conformer à qu'est-ce qu'ils veulent. Acceptation veut dire de ces gens-là, qui sont pas trans, qui font la majorité de la société, comprennent c'est quoi être trans, puis qui réalisent que on est un atout pour la société, puis on a besoin des ressources pour assurer notre bien-être, puis que c'est pas des droits, on demande pas rien qu'enlève des droits des autres. Donc, en terminant, j'aimerais peut-être juste nous rappeler, Pascal Joël, comment que les gens peuvent te rejoindre. Oui, certainement. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, TikTok. Vous avez juste à taper hellogender.ca. Puis, j'ai également un site web, hellogender.ca. Très facile à trouver. Pascal Joël. Vous pouvez me contacter pour tous vos besoins en termes de compréhension et de formation pour tout ce qui est la question d'identité et d'expression de genre. C'est mon calling dans la vie, c'est d'être en mesure de bien expliquer puis de rendre le tout plus simple. Donc, ça m'a fait plaisir encore une fois d'être ici. Merci Audrey pour l'invitation. Ça fait plaisir, Pascal Joël. Puis je suis certaine que
tu vas revenir sur le podcast à un moment donné, pour sûr. Donc, un gros merci, puis je te souhaite aussi une bonne continuation dans les différents projets que tu entreprends. Merci Audrey, à la prochaine. Je vous invite à vous abonner à mon podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine.